Aujourd'hui, Apple est la troisième entreprise la plus précieuse au monde, générant environ 391 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2024. Mais c'est le revenu total. Après déduction des coûts, R&D, salaires, matériaux, fabrication, il leur reste 93,7 milliards de dollars, soit une marge bénéficiaire de 24%. D'où provient cet argent? Principalement de la vente de matériel. Historiquement, Apple a construit toute son entreprise en vendant des produits de consommation comme le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Mais de loin, le plus réussi a été l'iPhone, qui représente environ 51% des revenus d'Apple, puis le Mac avec 8%, l'iPad avec 7%, et enfin une autre catégorie que Apple appelle les wearables, la maison et les accessoires, qui comprend l'Apple Watch, les AirPods et le HomePod, qui représentent 9% des revenus. Mais il y a un problème avec le matériel, atteindre la rentabilité. C'est un défi pour la plupart des entreprises orientées consommateurs. En fait, de nombreux produits sont vendus à coût, voire à perte. Cela signifie que l'entreprise peut perdre de l'argent sur chaque vente qu'elle réalise. Et il y a des exemples populaires de cela, comme les consoles PlayStation et Xbox, les liseuses Kindle d'Amazon et les imprimantes HP. Ils ont tous tendance à être vendus à des prix relativement bas, parfois à perte, dans le but de saper la concurrence et d'augmenter la base d'utilisateurs. Mais si ces entreprises ne profitent pas de la vente de matériel, quel est leur intérêt? Dans la plupart des cas, le profit est réalisé lors de l'utilisation du produit par les clients. Car quel est l'intérêt d'une PlayStation sans acheter quelques jeux? Et un Kindle se trouve être l'appareil parfait pour acheter des e-books sur Amazon. Alors qu'une imprimante HP ne peut rien imprimer sans cartouche d'encre d'une valeur de 40 $. Ainsi, en vendant du matériel aussi bon marché que possible, les entreprises peuvent attirer des clients qui sont ensuite contraints de payer pour des articles très rentables jusqu'à environ 70% dans le cas des cartouches d'encre de HP. En fait, Apple a fait quelque chose de similaire, mais en sens inverse. En 2003, ils ont utilisé l'iTunes Music Store, qui n'était initialement pas rentable, pour stimuler les ventes d'iPod, qui était le produit le plus rentable d'Apple à l'époque. Maintenant, iTunes a finalement commencé à générer des bénéfices environ 3 ans plus tard, mais ce concept de produit d'appel ou de produit vendu à perte pour attirer les clients prouve à quel point l'industrie du matériel grand public peut être impitoyable. En fait, Tim Cook a dit cela lui-même lorsqu'il décrivait le génie stratégique de Steve Jobs. Dans une interview avec le Wall Street Journal, Cook a dit que Steve était un type de président-directeur général très différent. Il était concentré sur les produits et les produits. J'aimais cette vision dans un environnement où tout le monde se dirigeait vers une sorte d'entreprise. Il voulait recentrer Apple sur les consommateurs, et c'était brillant parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça. Tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas gagner d'argent en vendant aux consommateurs. Et c'était vrai pour de nombreuses entreprises informatiques. Il n'y avait pas grand-chose pour différencier un compact d'un IBM, d'un HP, d'un Dell. C'étaient des ordinateurs avec clavier et souris fonctionnant sous Windows. Les clients achetaient le moins cher, faisant baisser les prix et réduisant les marges de profit. D'autre part, vendre aux entreprises signifiait offrir des solutions sur mesure pour des besoins spécifiques, permettant aux entreprises informatiques de facturer plus cher et d'avoir des taux de rétention clients plus élevés. Comment Apple a-t-il réussi à être rentable en vendant aux consommateurs, contrairement à d'autres entreprises? C'était dû à leur différenciation de produits. La plupart des fabricants de PC construisaient du matériel bon marché, utilisant des composants standards assemblés dans une grande boîte beige, où vous brancheriez un clavier, une souris et un écran. N'étant pas des entreprises de logiciels, ils ont obtenu la licence de Windows auprès de Microsoft. Et ils n'étaient pas des détaillants, donc ils vendaient leurs ordinateurs à des prix de gros à Best Buy Micro Center, qui les vendaient aux clients à un prix de détail plus élevé. Cela a créé des problèmes qu'Apple voulait éviter. Au lieu de boîtes beiges ennuyeuses, leurs ordinateurs présenteraient des designs frappants qui semblaient complètement différents de tout ce qui existait sur le marché. Apple a créé son propre système d'exploitation, optimisé pour son matériel, au lieu d'utiliser celui que tout le monde utilisait. Et au lieu de permettre à des revendeurs tiers de vendre leurs produits, ce qu'ils ont essayé pendant quelques années sans grand succès, ils créeraient leur propre magasin avec un support technique gratuit qui rassurerait les clients envisageant de passer à Apple et des associés compétents qui pourraient faire des recommandations appropriées aux clients. Tous ces facteurs ont offert une expérience haut de gamme de bout en bout qui n'a été égalée par aucune autre entreprise.
Et bien qu'Apple ait réalisé un montant considérable de revenus grâce à ce modèle d'affaires, d'autres fabricants de PC à moindre coût comme Dell et HP en ont en fait réalisé davantage. Par exemple, en 2005, Apple a réalisé près de 14 milliards de dollars, tandis que Dell a réalisé 49 milliards de dollars et HP 86 milliards de dollars. Et la raison de cela a à voir avec la valeur inhérente des ordinateurs à cette époque. Le fait simple était que les PC bon marché étaient suffisants pour la plupart des gens. Ils étaient peut-être bruyants, laids, bogués et lents, mais pour utiliser Internet, les emails et les applications de productivité comme Word ou Excel, les PC bon marché faisaient l'affaire. Sans parler du fait que vous pouviez jouer à des jeux qui n'étaient même pas disponibles sur Mac. À l'époque, les produits Apple étaient considérés par la plupart des consommateurs comme un luxe pour les personnes qui voulaient payer plus pour quelque chose qui avait l'air plus agréable. Bien que cela puisse paraître une simplification excessive aujourd'hui, rappelez-vous que les choses étaient très différentes il y a 20 ans. À l'époque, nous n'avions que des ordinateurs, des lecteurs de musique et des téléphones portables. Malgré la popularité des iPods, les utilisateurs ne bénéficiaient pas de grands avantages à les utiliser avec un Mac plutôt qu'un PC. iTunes, le logiciel de gestion de l'iPod, était disponible sur Mac et PC. Les utilisateurs des deux plateformes avaient donc une expérience similaire. Mais aujourd'hui, les produits technologiques jouent un rôle beaucoup plus important dans nos vies. De nos montres à nos voitures, en passant par nos télévisions et tablettes. Si l'expérience entre tous ces appareils ne fonctionne pas bien, cela peut causer de sérieuses frustrations tout au long de la journée. Cela signifie qu'avoir une Apple Télévision, une Apple Watch, un iPhone et un MacBook offre une expérience utilisateur plus fluide avec le moins de problèmes et d'incohérences possibles. Ainsi, les clients d'Apple bénéficient aujourd'hui de bien plus d'avantages au sein de son écosystème qu'il y a 20 ans. Cela a entraîné deux choses. Apple est devenu plus populaire grâce à l'optimisation historique de ses produits, plateformes et écosystèmes d'applications. Et deuxièmement, ils ont pu augmenter leur prix, car la valeur qu'ils offrent à leurs clients est plus élevée que jamais auparavant. C'est pourquoi Apple a pu réaliser un tel bénéfice en vendant du matériel aux consommateurs, malgré le fait que ce soit l'une des industries les plus difficiles pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas la seule source de revenus d'Apple. Lorsque les ventes de matériel ont commencé à ralentir en 2016, Apple a reconnu qu'ils atteignaient la saturation du marché, puisque pratiquement tout le monde qui voulait un iPhone ou un Mac en avait déjà acheté un. Cela signifiait qu'ils étaient coincés à vendre à leur base d'utilisateurs existantes, au lieu d'acquérir de nouveaux clients qui passaient d'Android ou Windows. Maintenant, vous pourriez penser, Apple a quand même réalisé 217 milliards en 2016, alors qu'il se soucie si c'est 8% de moins qu'en 2015. Mais les actionnaires s'attendent à ce que la valeur de leurs actions augmente chaque année, ce qui est peu probable si Apple ne continue pas à croître. Alors leur président-directeur général, Tim Cook, a dû trouver un nouveau moyen de gagner de l'argent, qui s'est présenté sous la forme de nouveaux services révélés en 2019 et 2020. Il s'agissait d'Apple News+, Apple Card, Apple Arcade, Apple Television+, et Apple Fitness+. Ils ont rejoint les services existants d'Apple comme Apple Music et iCloud+. Mais combien d'argent supplémentaire Apple a-t-il réellement gagné grâce à tout cela? Eh bien, beaucoup. Depuis le lancement d'Apple Music en 2015, les services d'Apple sont passés de 20 milliards de dollars par an à 96 milliards de dollars en 2024, ce qui en fait l'un de leurs segments à la croissance la plus rapide. Cela représente 25% du chiffre d'affaires total d'Apple, dépassant l'iPod, le Mac, les AirPods, l'Apple Watch et le HomePod réunis. Mais le plus fou, c'est la marge bénéficiaire. Rappelez-vous quand je vous ai dit que les entreprises peinent à générer des profits avec du matériel? Eh bien, l'inverse est vrai pour les services. Parce que le coût de quelque chose comme Apple Télévision ne s'échelonne pas de la même manière qu'un iPhone. Par exemple, cela n'a pas vraiment d'importance si 100 000 personnes utilisent Apple Télévision, plus par rapport à 1 million, cela coûte toujours à peu près la même chose à Apple pour fournir le service. Alors que la fabrication d'1 million d'iPhone coûterait à Apple environ 10 fois plus que la fabrication de 100 000. Cette différence de coût dramatique a permis à Apple de réaliser une marge bénéficiaire de 74% sur les services, ce qui est plus du double de la marge de 35% qu'il réalise sur le matériel. Mais il y a d'autres façons dont Apple bénéficie des services, comme le fait d'enfermer les clients dans leur écosystème. Au lancement de l'iPod, avant l'iTunes Music Store, les utilisateurs pouvaient facilement changer de lecteur de musique. Nos chansons étant sur CD, nous pouvions les transférer sur n'importe quel appareil.
Mais avec l'arrivée de l'iTunes Music Store, l'écosystème a commencé à se verrouiller. Avant, les albums achetés sur iTunes ne pouvaient être transférés que sur un iPod. Les utilisateurs hésitaient donc à passer au Zune, car ils perdraient une grande partie de leur bibliothèque musicale durant la transition. Cela s'applique actuellement à divers services d'Apple. Apple News plus Fitness plus Apple Pay et Apple Arcade ne sont disponibles que sur les appareils Apple. Passer à Android implique de perdre les cartes de votre portefeuille, vos actualités enregistrées, vos jeux d'arcade et vos entraînements préférés. Mais il y a encore une autre façon dont Apple bénéficie de ces services modernes qu'ils n'avaient pas avec iTunes. Paiement récurrent. Lorsque vous achetiez de la musique sur iTunes, vous payiez une fois et c'était tout. Vous possédiez cette musique pour toujours. Aujourd'hui, nous ne possédons plus la musique, nous la louons seulement. Pour garder votre bibliothèque musicale, vous devez continuer à payer l'abonnement mensuel Apple Music. Et cela donne beaucoup de pouvoir à Apple. Rien ne garantit que leurs services resteront abordables. En 2019, Apple Télévision plus coûtait initialement 4,99 par mois. Jusqu'en 2022 quand ils l'ont augmenté de 40% à 6,99. Puis l'ont à nouveau augmenté un an plus tard de 43% à 9,99. Des hausses de prix similaires ont aussi touché Apple Music, Apple Arcade et Apple News Plus. Et il est fort probable qu'elles persistent. Ainsi, la catégorie de services d'Apple ne leur a pas seulement rapporté plus de revenus et nettement plus de bénéfices, mais a également aidé à garder les utilisateurs enfermés dans l'écosystème d'Apple tout en ayant à payer des frais d'abonnement mensuels sans fin. Cela couvre donc d'où vient tout l'argent d'Apple et comment ils parviennent à en gagner autant. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine!